Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Reda Taleb. J'aurai le plaisir de modérer la table ronde cet après-midi sous le thème de comment attirer et fidéliser les talents de la génération Z dans les métiers de la supply chain. Tout un sujet. Et pour ce faire, j'ai l'insigne honneur et le privilège d'avoir une brochette d'expertes et d'experts qui vont partager avec nous en toute générosité leurs expertises, leurs expériences, leur retour d'expérience sur le sujet. Donc sans plus tarder, j'appelle à mes côtés, sous vos applaudissements, Madame Rita El-Hlou, directrice générale de l'École centrale de Casablanca. Rita, marhaba bik ma'ana. Un petit mot sur... écoute, je suppose que tu te mets là comme ça, les gens, s'ils se perdent, ils ont dans l'ordre qui est où, donc avis aux prochains intervenants. Un petit mot sur Rita El-Hlou qui n'est plus présenté, mais je me permets de le faire, Rita, sous ton contrôle. Si je rate quelque chose, n'hésite pas à m'interpeller. Donc Rita El-Hlou intervient en tant que sa qualité de directrice générale de l'École centrale de Casablanca, un brillant établissement né d'un partenariat public-privé et d'un partenariat Maroc international avec l'École centrale de Paris notamment. En plus de ses responsabilités en tant que directrice générale de l'École centrale, Rita a énormément d'occupations en tant que board member ou responsable de commission, de conseil de surveillance, notamment le conseil de surveillance du comité d'audit depuis 2019 du groupe Majorel. Directeur et directeur général de Saham Group depuis 2014, des pôles services externalisés, éducation et administratifs de plusieurs autres sociétés depuis 2001. Elle est membre du conseil de surveillance depuis 2015 de la Société Générale Maroc, présidente directrice générale depuis 2019 de la Société Glény, société familiale. Elle est membre du conseil de surveillance et présidente du comité d'audit depuis 2020 de Imoranté, société cotée à la bourse de Casablanca. Actionnaire et présidente du conseil de surveillance depuis 2020 d'un fonds d'investissement qui s'appelle Witamax pour les startups et les PME. En plus de ses responsabilités au niveau de l'école, encore une fois, elle a été membre de la CSMD, la commission spéciale du nouveau modèle de développement. Également membre de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption depuis 2022, membre du conseil d'administration de la CGM, vice-présidente de la Confédération et présidente de la commission Capital Humain, présidente du conseil d'affaires Maroc-Israël en 2022, association des citoyens Mouvement pour le mieux vivre ensemble en tant que présidente et cofondatrice depuis 2016, administratrice et membre du bureau exécutif de la fondation Ali Zawa pour le développement des centres culturels Les Étoiles. J'ai tout le CV et encore, j'ai raté plein de choses. On ne va pas parler du volet perso, on le gardera pour une autre fois. Donc, encore une fois, sous vos applaudissements, Rita El-Hlou. Donc, Rita, vous l'aurez compris, incarnera un peu le rôle du porte-parole des établissements de formation de manière générale, des gens qui forment les profils pour la logistique au Maroc. J'appelle également, sous vos applaudissements, Sarah Behej, chef du département développement des logiciels à l'AMDL. Sarah est ingénieure de formation en logistique. Sa passion pour ce domaine a été enracinée dès son enfance. Elle a acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé en tant qu'ingénieure responsable de la digitalisation des opérations de la supply chain. Et elle a décidé de relever le défi de rejoindre le secteur public dans un sujet critique et important, et nous en parlera tout à l'heure, où donc elle a rejoint une équipe chargée du déploiement de la stratégie nationale logistique dans le secteur public. Merci Sarah d'avoir accepté notre invitation. Également, sous vos applaudissements, par bienséance, donc j'appelle les dames d'abord, mon amie Nejla El-Khalidi, sous vos applaudissements. Nejla est directrice du capital humain chez les laboratoires Pharma 5, dans un fleuron national dont on est tous fiers. On s'approprie un peu le succès de ce fleuron national. Donc elle est dans ce groupe depuis bientôt 10 ans, voilà. Et elle est membre notamment du bureau de l'AGEF, donc l'association des RH, depuis un certain moment. Elle a 22 ans d'expérience dans les ressources humaines, dans différents secteurs d'activité. Merci Nejla d'avoir accepté notre invitation.
Donc on passe à la gente masculine. Et j'appelle donc à mes côtés M. Amin Benchkri, mon ami président du groupe Edito, sous vos applaudissements. Amin a beaucoup insisté pour que je précise qu'il est issu de l'école publique marocaine, en précisant que c'est l'école publique marocaine de l'époque. Tu nous expliqueras pourquoi, Amin. Donc il est diplômé de l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble, de l'École supérieure de commerce de Paris, l'ESC Paris. Il a commencé sa carrière professionnelle dans le conseil, dans les systèmes de reporting et de consolidation financière, donc dans un des Big Five de l'époque, Big Four depuis. Il a rejoint en 92 le cabinet de conseil Pricewaterhouse, en développant notamment l'activité au Maroc, donc début des années 90. Après, il a créé la société Arcos Conseil, dans le conseil en système d'information. Donc, il a accompagné notamment en conseil opérationnel et management des systèmes d'information un certain nombre de groupes, avant de se retrouver depuis le début des années 2000, donc après avoir cédé son entreprise, Arcos Conseil, il a rejoint la centrale laitière, qui est devenue Danone depuis, sur un certain nombre de postes, donc dans les IT, la supply chain notamment. Donc il a notamment mis en place la supply chain moderne de ce groupe-là, avant de devenir vice-président en charge de la supply chain et des systèmes d'information. Depuis 2015, il a rejoint le groupe Edito, où il est aujourd'hui président directeur général des différentes filiales. Le groupe Edito, c'est Sapress, Sochpress et Waraq. C'est ça, Amine? Donc 3 filiales spécialisées, dont une, Sapress, qui a fait une mue, une réinvention dans se repositionnant en tant que prestataire logistique national. Tu nous en diras davantage, Amine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, last but not least, mon grand ami, M. Ali Serhani, sous vos applaudissements. Ali, qui a depuis plus d'une vingtaine d'années, il a laissé passer le bug 2000 pour se dire « Ok, je vais me lancer ». En tant que dirigeant du cabinet de recrutement et conseil RH, j'espère service. Juriste de formation, détenteur d'un DESA en relations internationales, d'un master en histoire diplomatique du Maroc. Il a démarré sa carrière dans une compagnie d'assurance avant de se lancer dans un certain nombre d'autres activités et de rejoindre justement l'activité J'espère service. Il a, en parallèle à cela, développé une fibre d'enseignement, de partage à travers l'enseignement notamment. Il enseigne la GRH au sein de différentes universités, écoles supérieures. Il est membre actif depuis plusieurs mandats de la commission sociale de la CGEM. Et il est également point focal Maroc auprès de l'OIE, l'Organisation internationale des employeurs, concernant les dossiers et entrées à la migration, notamment celle des compétences. Merci à Ali d'avoir accepté notre invitation. Alors, mon challenge, c'est de tenir dans on va dire l'heure qui suit, un peu moins que ça, parce qu'on va quand même laisser un peu de temps aux questions-réponses, pour couvrir un sujet, comme j'ai dit, vaste. Donc, je vais aller chercher mes notes, sinon on ne s'en sortira pas. Et j'ai envie de commencer par Sarah. Sarah Behaj. Donc, vous représentez un peu la profession. Hein, vous représentez quand même... oui, on va se débrouiller un micro, je pense qu'il y en a. Il y en a 2 ou 3 qui circulent, donc je compte sur votre bienveillance pour les faire circuler. Donc Sarah, vous représentez l'AMDL, l'Agence marocaine de développement de la logistique, donc l'instance qui est censée porter un peu le secteur. Si vous pouvez nous en dire un mot en 15-20 secondes et nous parler très rapidement des stratégies et initiatives mises en place pour la promotion du secteur. Ça va nous permettre de poser le contexte avant de passer aux autres panélistes pour entrer un peu plus dans le détail de la thématique d'aujourd'hui. Sarah? D'accord. Merci Reda. Déjà pour votre introduction. Bonjour tout le monde. Je suis Sarah Behaj, chef département développement des logisticiens à l'Agence marocaine du développement de la logistique, l'AMDL. Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais présenter un petit peu l'AMDL pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère du Transport et de la Logistique. L'agence a été créée à la fin de l'année 2012 pour coordonner la mise en œuvre de la stratégie logistique qui a été signée sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Alors, cette stratégie, donc, à l'agence, à travers plusieurs projets amorcés, je cite à titre d'exemple des projets qui ont attrait au développement des zones logistiques, d'autres projets qui ont attrait à la mise à niveau logistique, à la promotion de l'excellence logistique et notamment à la formation et au développement des compétences.
Ainsi, la formation et le développement des compétences a été pris en considération d'une manière très significative à travers un contrat d'application propre dédié à ce secteur. Ce contrat d'application a établi un plan d'action. Ce plan d'action s'articule autour de 3 axes principaux visant à l'amélioration de la qualité de la formation et le développement des compétences et qui comprennent le renforcement quantitatif de l'offre de formation, l'amélioration et la diversification de la qualité de la formation et l'établissement d'une adéquation dynamique entre l'offre et la demande du secteur de l'emploi dans le secteur logistique. Alors, pour mettre en pratique ce plan d'action, l'AMDL, en collaboration avec les parties prenantes, a mis en place plusieurs actions visant l'amélioration de la qualité de la formation et le déploiement de ce plan d'action. Ce plan d'action, parmi les actions, je cite par exemple le référencement des métiers propres au secteur de la logistique. Donc, on a identifié 21 métiers propres pour le secteur de la logistique, catégorisés en 9 fonctions de travail. On a aussi une sorte de répertoire des métiers de la logistique nationale qui va normaliser un peu les métiers qu'on peut exercer dans le secteur logistique. On a aussi élaboré des répertoires emploi-métier au service des établissements publics pour pouvoir distinguer entre les métiers, les familles de métiers, les filières et les spécialités, notamment un référentiel emploi-métier mis à la disposition des entreprises pour les aider à élaborer leurs outils de gestion des RH. Dans la même optique, on a élaboré et concevoir et adapter des filières de formation avec les ministères concernés de formation, que ce soit les filières de formation professionnelle ou de l'enseignement supérieur, établir des guides RH qui sont déjà disponibles sur le site web au profit des entreprises pour mieux recruter, former et gérer leurs ressources humaines. Et on a essayé de fédérer toutes les parties prenantes du secteur public et privé autour d'un plan national de formation aligné avec les besoins en formation et propre au secteur de la logistique. Merci beaucoup Sarah, très, très intéressant, très enrichissant. Comme vous avez parlé des opérationnels, des métiers, je me tourne vers Amine Benchkri. Amine, vous représentez un peu le professionnel type. Hein. Vous avez conduit une refonte du groupe Edito, sa presse, avec un repositionnement logistique. Vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot. Est-ce qu'il y a un profil type des métiers de la logistique, justement, par rapport à l'effort qui est fait par la MDL? En tant que professionnel, est-ce que vous adhérez à cette démarche de dire qu'il y a des profils types des métiers de la logistique? Merci Serida. Alors, à travers le prisme de la dernière expérience de sa presse, où on a mené une action de transformation d'une entreprise qui opérait sur la logistique de la presse à une autre entreprise qui aujourd'hui opère sur un rayon beaucoup plus large de celui de la messagerie et de la logistique, on a eu les deux cas à gérer, c'est-à-dire qu'il y a un historique d'effectifs qui était là, qu'on a amené à se mettre à niveau pour accompagner cette transformation, et puis on a injecté du sang neuf par rapport à des gens qui nous ont rejoints pour cette aventure. Alors, est-ce qu'il y a un profil type pour la logistique? Je dirais qu'aujourd'hui, dans ce type de métier, il y a deux types de profils, si vous voulez. Il y a la carte et le territoire, quelque part. Il y a des gens qui planifient, qui sont au niveau des cartes, et les gens qui exécutent, qui sont au niveau du terrain. Et ce sont deux profils qui sont différents, mais qui se rejoignent dans une qualité qui est essentielle dans ce métier-là. On a beau être rigoureux, mais on n'est pas à l'abri des aléas de la logistique. On est dans la vraie vie, hein. Il y a des pannes, il y a des grèves, il y a plein d'incidents qui sont là au jour le jour. Et la tendance aujourd'hui de parler d'intelligence artificielle, nous on parle d'intelligence de situation. Donc je crois que dans ce genre de métier,
l'intelligence de situation est un élément clé dans la manière de s'intégrer dans une chaîne de valeur où l'un dépend de l'autre. C'est réellement une chaîne de valeur où il y a un travail d'équipe très important. Et si on n'a pas de cette aptitude à travailler en commun, ça peut être extrêmement pénalisant par rapport au profil. C'est pas tant l'aspect technique ou bagage technique qui est important dans le profil, mais c'est par rapport aux soft skills, ce qu'appellent aujourd'hui les Américains finalement le real skills, parce que c'est ça ce qu'on cherche, au-delà de tout autre real aspect. skills, les compétences réelles, c'est vraiment Tout à fait, ça, les de ça qu'il compétences s'agit. réelles. D'accord. Et à partir de là, je crois que c'est un métier où on a besoin de cette intelligence de situation, et sachant que la partie technique, elle s'apprend. Il y a plein de contenus, plein de choses aujourd'hui qui sont disponibles. Mais si je dois retenir quelque chose dans ce métier-là, c'est la prédisposition à travailler en équipe et à avoir cette intelligence de situation, et ne pas savoir résoudre des problèmes, mais savoir poser les vraies problématiques. Et je crois que c'est un peu ce type de profil qui aujourd'hui est nécessaire par rapport à deux catégories de métiers, des métiers de planification et des métiers d'exécution. Merci beaucoup Amine pour cette contribution. Je me permets donc du coup de me tourner vers Rita El-Hlou. Vous êtes donc à la tête de l'école centrale de Casablanca. Ce serait bien peut-être d'en parler rapidement pour les gens de l'audience qui ne connaissent pas suffisamment bien. Et j'ai envie de faire le parallèle par rapport à ces métiers-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une connaissance de ces métiers? Vous recevez des promotions, vous choisissez les meilleurs parmi l'élite, parmi les bacheliers, les gens qui ont fait les écoles préparatoires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une connaissance des métiers de la logistique? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que c'est suffisamment attractif finalement pour ces jeunes? Alors, en quelques secondes, l'école centrale Casablanca, c'est l'émanation d'un groupement des écoles centrales qui a démarré avec Centrale Paris, qui est devenu Centrale Supélec, et qui aujourd'hui intègre un certain nombre d'écoles centrales en France et à l'international, comme en Chine ou en Inde. Et nous formons essentiellement des ingénieurs généralistes. C'est-à-dire qu'à l'intégration, après une classe prépa, ils ne vous demandent pas d'être spécialité génie industriel ou BTP ou que sais-je. Ils viennent pour être un ingénieur généraliste qui travaille sur la complexité. Et ça va me faire le lien avec mon intervention par rapport au secteur, puisque votre question, c'est de dire comment mieux valoriser la question que vous m'aviez donnée en préparation par rapport aux jeunes talents qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors, je dirais que d'abord, il y a un sujet d'œuf et de poule. Est-ce que c'est le secteur qui doit avancer pour aller recruter des gens de plus en plus de haut niveau, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens de plus en plus de haut niveau qui vont intégrer le secteur et qui vont faire que le secteur va être plus technologique, plus avancé, plus technique, plus en anticipation? Moi, je pense que c'est les deux qui doivent avancer en même temps. Mais je pense que j'avais espoir, Rita, qu'on allait enfin résoudre l'équation l'œuf et la poule, mais finalement, le mystère reste entier. Malheureusement, non. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, l'historique ou l'image que nous avons chez nous, et c'est un peu valable dans beaucoup de pays, c'est qu'elle est déjà très négative. Dans l'inconscient collectif, la logistique, c'est quelque chose de pas très valorisé, c'est de l'intendance, c'est de la manutention, c'est des métiers plutôt manuels. Et donc, toute la nouvelle vision de ce qu'est la supply chain, qui est au cœur de la complexité, puisque la complexité, c'est pas d'aller en silo au plus bas technique de chaque structure, mais c'est de travailler sur les interactions pour optimiser le tout. Or, aujourd'hui, les deux métiers qui sont les plus à même d'aider les grands systèmes et les transformations économiques et industrielles, eh ben, c'est l'IT et le supply chain. Et donc, je dirais que votre métier se situe à la confluence de pratiquement tout, des opérations, du transport, du marketing, du commerce, de la vision client. Et donc, de par ce positionnement, il doit être attractif. Et il y a en particulier un certain nombre de métiers, aujourd'hui, qui, de par le monde, deviennent extrêmement attractifs par les jeunes talents. Je vais vous en citer 4. C'est tout ce qui est lié à la supply chain architecture, en fait. C'est cette capacité de construire toute la structuration d'une chaîne logistique qui démarre au plus haut, c'est-à-dire à la commande,
jusqu'à la livraison du last mile, jusqu'au circuit retour. Et donc c'est toute cette vision de construction dans un monde VUCA que doit faire aujourd'hui un architecte logisticien. Vous avez tout ce qui est métier des data analystes et de la capacité donc à faire parler les data, à les rendre de plus en plus fiables, à utiliser l'intelligence artificielle pour être justement dans ce dispositif de décision. Vous avez tout ce qui est lié à l'innovation ou au leadership d'innovation dans la supply chain. Et là, vous avez la capacité à tout repenser, à repenser l'organisation, les produits, les process, les interactions, bref, tout, dans le cadre de toutes les technologies qui sont aujourd'hui disponibles. Donc ça va de la data à l'intelligence artificielle, à la robotique pour produire, à la cobotique, à tout ce qui est lié à la... par exemple, à la crypto-monnaie, tout ce qui est lié à la capacité justement à pouvoir déléguer le maximum de choses aux automates et à rester juste sur l'intelligence conceptuelle dans l'innovation. Et là aussi, il y a tous les mécanismes d'open innovation pour pouvoir y arriver. Et puis enfin, il y a tout ce qui est sustainability, puisque aujourd'hui, le monde est en train de vivre une mutation absolument phénoménale, avec des nouvelles réglementations de décarbonation, avec tous les sujets qui sont liés justement aux déchets, à la capacité de traitement, au cycle complet exactement. Et donc, tous ces métiers deviennent aujourd'hui extrêmement prisés. Maintenant, il faut que vous, entrepreneurs, si vous êtes dans le monde de la logistique, soyez capables de les récupérer. Et là, il y a toute une série de dispositifs qu'on pourrait développer. Je crois que je n'ai pas trop de temps. Mais effectivement, la génération Z qui vient, on va en reparler, a des attentes très particulières. Mais sachez que vous êtes sur un métier qui, contrairement peut-être à l'histoire, ne donne plus la question « est-ce qu'en passant par la logistique, je pourrais un jour être patron ?» Parce que c'est ça que cherche un jeune. La réponse est oui, puisqu'en passant par la supply chain, vous touchez à tout. Exactement. Vous touchez à tous les métiers, vous touchez à toutes les technos, vous touchez à tous les acteurs qui sont du fournisseur au client. On épouse vraiment la chaîne de valeur end-to-end. Et donc, si dans l'entreprise, cette fonction est valorisée, qu'elle est mise et qu'elle a les moyens de travailler, eh ben, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas attractive pour les jeunes. Maintenant, il faut que les entrepreneurs, les managers soient conscients de tout ça et on développera ça tout à l'heure. Merci beaucoup Rita. Merci. Vous me tendez la perche justement pour me retourner vers Nejla. Qu'est-ce que vous faites pour attirer ces jeunes-là, pour leur donner envie de vous rejoindre, notamment sur les métiers de la supply? Je sais que c'est un gros challenge. On est sur des jeunes qui ont envie de scroller toute la journée, j'exagère à peine, et pas nécessairement sur le... j'ai des enfants, je les observe. Hein. J'observe aussi les tiens, Ali. Mais Nejla, qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu représentes un peu aussi le cœur du métier, de la fonction RH, qu'est-ce qui est mis en place, notamment chez vous à Pharma 5, pour donner envie à ces jeunes qui ne connaissent pas ce métier où on a des real skills qu'il faut aller chercher, pour vous rejoindre? Quelle stratégie RH est mise en place pour attirer et donner envie à ces gens-là de vous rejoindre? Alors, avant de... Peut-être nous parler rapidement de Pharma 5 aussi, parce que c'est l'occasion de vulgariser qui vous êtes. D'accord. Alors, Pharma 5 est un laboratoire pharmaceutique. On est 5 filiales. C'est un laboratoire qui existe depuis plus de 40 ans, qui a été créé par un visionnaire et quelqu'un qui aime son Maroc et qui voulait, à l'époque, qui parlait déjà de la souveraineté, qui parlait de la disponibilité des médicaments. Il a commencé avec 12 personnes. Aujourd'hui, on est 1700 personnes. On est au Maroc et on est aussi en Afrique, sur plus de 40 pays. Et voilà, là, on est en train de se développer à l'international. Récemment, on a inauguré notre première Smart Factory, qui est une usine de forme sèche, complètement digitalisée en industrie 4.0. Donc voilà, et les possibilités, bien sûr, d'évolution et de projet sont très, très, très présentes chez nous. Reda, avant de parler peut-être de qu'est-ce qu'on fait pour attirer, peut-être il vaut mieux connaître cette population. On parle d'une génération Z qui sont nés après 1995, qu'on appelle aussi les digital natives.
et qui sont très très demandeurs, qui remettent en question toutes les façons de travailler et qui sont très exigeants, qui ont aussi osé dire et réclamer des choses que les autres générations peut-être ne réclamaient pas. Et donc cette génération, effectivement, il n'est pas facile à attirer ni à fidéliser. Et pour répondre à la question qu'est-ce qu'on fait pour les attirer ou pour les fidéliser, peut-être parler aussi de leurs attentes. Et donc je citerai quelques attentes. On parle d'une génération qui est toujours en quête de sens. Et il faut vraiment, ils ne sont pas là pour être un matricule dans une entreprise, que ce soit dans la supply chain ou d'autres métiers, mais c'est des personnes qui réclament une existence dans un écosystème et qui veulent contribuer à cet écosystème. Et donc, ils sont très exigeants. C'est pour ça qu'il ne faut pas, de l'autre côté, l'entreprise, elle doit tout faire pour leur donner ce sens-là à leur travail au quotidien, au lieu de leur rappeler les tâches et les responsabilités dans leur description de poste. Peut-être vaut mieux rappeler la mission, la raison d'être, le sens de leur travail, pourquoi ils se réveillent chaque matin pour venir à l'entreprise. Et ça, c'est important pour cette génération. C'est une génération qui réclame la qualité de vie au travail, chose qui n'était pas très réclamée par les autres générations avant, qui ose dire « j'ai besoin d'avoir assez de temps, j'ai besoin de flexibilité de temps ». Aujourd'hui, dans les entretiens, on nous pose la question « on a combien de jours de télétravail ?» Ils veulent avoir le temps d'aller faire du sport, d'aller passer du temps avec la famille, de vivre plutôt que de survivre, que pour travailler que pour survivre. Donc ils veulent travailler pour pouvoir vivre et avoir le temps. Et donc c'est une population qui est très exigeante. L'entreprise aujourd'hui, elle peut faire énormément de choses pour répondre à ces actions-là. Encore faut-il qu'elle soit consciente de ça parce que c'est quelque chose... Pour eux, il y a une étude récente qui dit que 92% des personnes qui ont été interviewées disent que c'est du rôle de l'entreprise de s'occuper du bien-être du collaborateur. Personne n'osait dire ça avant. C'était un plus qu'ils avaient. Aujourd'hui, l'entreprise doit être consciente de ça. D'autres attentes, on parle aussi de gestion de carrière. Alors, la gestion de carrière, il y a deux volets. Il y a un volet formation, comme a dit Madame Rita El-Hellou. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en termes de formation pour cette génération-là. Ils sont tout le temps demandeurs. En 1985, une étude récente disait qu'en 1985, on pouvait rester encore 30 ans sans faire de formation sans métier, de formation sur les métiers. En 2020, c'est pas plus de 18 mois. Il ne faut pas dépasser 18 mois sans faire de formation dans le métier pour avancer, pour évoluer dans le métier. Ça veut dire, Nejla, que ça change tellement vite qu'on a besoin de recyclage plus rapide. Et regardez, en 2015, tout le programme, la stratégie nationale pour le développement de la logistique au Maroc qui a été mise en place, elle a permis la mise en œuvre de la logistique 4.0 et en face, un gros problème de compétences numériques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça ne suivait pas. Et donc, c'est un décalage. Et l'entreprise était à un moment obligée pour elle et pour cette génération-là de les former dans ce sens-là. Donc la formation, elle est très importante, bien sûr. Et la formation dans toutes ces méthodes, ce n'était pas que la formation en salle. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des voyages à l'étranger pour apprendre et pour Learning observer. Expedition. Voilà, Learning Expedition. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Le-e-learning, voilà. D'un autre côté, pour la gestion de carrière, c'est une population qui, si vous avez remarqué, ils n'acceptent pas de travailler en mode linéaire, en carrière linéaire. Ils aiment bien les missions ponctuelles. C'est ça. Et c'est ce que l'entreprise doit leur fournir. C'est ce qu'on appelle la génération zapping aussi. Absolument, parce qu'ils sont habitués à cliquer et passer à autre chose. Et donc, si on remarque, cette génération-là ne supporte pas de rester dans un même poste pendant longtemps. Bien sûr, l'entreprise ne peut pas offrir à chaque fois des postes, mais c'est à charge de l'entreprise de donner des missions, des projets pour pouvoir se diversifier, notamment dans le métier de la logistique et de la supply chain. Avant, on parlait d'approvisionnement, aujourd'hui, on parle de demand planning, on parle des postes et les outils aussi et les ERP qui sont là permettent à ces gens-là de voir beaucoup de choses. Donc ces deux aspects sont très importants pour la gestion de carrière. Autre attente aussi, c'est la relation avec le manager. Pour cette génération qui est très très importante. Le manager joue un rôle qui est très important. La DRH elle a beau faire des outils, des actions et tout, mais si le manager ne joue pas ce rôle d'accompagnement pour cette génération-là, c'est parti. Donc, et surtout, cette génération, elle réclame, en fait, elle valorise l'autorité par la compétence et la confiance, pas par l'autorité. Pas par le titre.
Absolument, pas le titre ou, le L'ancienneté, positionnement c'est hiérarchique. ça, c'est ça. Donc la compétence, elle exige que son manager soit compétent. Et dans la fonction, dans le métier de la supply chain, c'est tout le temps des changements. C'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure un peu plus tôt, Angela. Donc pour être compétent, il faut être compétent tout le temps. Et donc le reskilling perpétuel. Oui. Et cette génération demande à ce qu'un manager soit compétent et lui montre des choses. Et elle veut être managée aussi par la confiance. Donc ça, c'est important. La confiance dans ces 3 dimensions. Le manager doit lui faire confiance. Il doit avoir confiance en lui-même, le manager, parce qu'il a besoin la génération Z a besoin d'un manager qui a du charisme. Et puis, bien sûr, inspirer confiance et manager par l'exemplarité, c'est important aussi pour cette génération. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Et puis un dernier point par rapport aux attentes, c'est la digitalisation, bien évidemment. Bien sûr. Pour ce métier-là où il y a eu un boom et une révolution en matière de digitalisation. Et c'est surtout que cette génération, je dirais, elle est toujours en quête de cohérence dans sa tête. Elle ne peut pas accepter un jeune ne peut pas accepter que chez lui, à la maison, il peut passer commande et suivre où est le livreur et à quelle minute près sa commande va arriver s'il commande à manger. Et au travail, on lui demande d'appeler un livreur ou de faire des choses sur des registres. Cette coupure-là, elle ne peut pas être acceptée par cette génération-là. Donc il faut suivre cette révolution digitale et répondre à le besoin dans ce sens. Donc en gros, on doit parler d'expérience collaborateur dans le métier supply chain ou n'importe quel métier. Ça, c'est important. Quelle est l'expérience quand il rentre? Pas rester dans un seul poste et lui donner des formations classiques. De la marque employeur qui est très importante. Oui. Et si on lui donne une bonne expérience collaborateur, ce collaborateur va lui-même être l'ambassadeur de la marque de l'employeur. Et donc, on parle là d'employee advocacy, par exemple. Donc, exactement. Tout un système à mettre en place. Merci beaucoup, Angela. Je reviendrai tout à l'heure sur certains points que tu as soulevés. Ali, je me tourne vers toi. Tu es notamment dans les métiers du recrutement. J'ai envie de te poser une question très directe. Comment on fait finalement pour attirer ces jeunes-là, leur donner envie de venir travailler déjà, parce que c'est un gros challenge, et puis de les fidéliser? Et quels sont les écueils justement à éviter pour que cette génération soit suffisamment sexy sur un métier qui ne l'est pas a priori? C'est ce que nous rappelait Rita, Amine également, où on a finalement envie de leur dire, venez, la supply chain c'est pas mal, vous pouvez devenir DG, vous pouvez apprendre, vous pouvez devenir finalement quelqu'un d'intéressant, contribuer à quelque chose de fondamental pour la nation. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les écueils à éviter, Ali? Bon, alors, bonjour tout le monde, et vraiment c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors bon, je vais commencer par un proverbe marocain qui dit, je vais le dire en français puis en arabe, qui dit qu'il n'y a pas un chat qui s'enfuit de la maison où il y a les festivités. Ça veut tout dire, tout simplement, attirer des gens, c'est déjà, comme tu l'as si bien dit, la marque entreprise. L'entreprise a déjà des ambassadeurs, sans le savoir, qui parlent beaucoup de cette entreprise, qui vous disent c'est l'entreprise rêvée dans laquelle on voudrait travailler, l'entreprise dans laquelle vraiment tu sens qu'il y a un véritable management, etc. Donc automatiquement, c'est la culture d'entreprise, une bonne culture d'entreprise, une véritable culture d'entreprise. Et le grand malheur, c'est qu'au Maroc, c'est pas le grand malheur, bon, 90% des entreprises, j'espère ne pas me tromper, Rita, sont des TPE au Maroc au niveau... Et c'est, 95, je suis désolé de vous le dire, je vais parler un petit peu terre à terre, nous avons un grand problème au Maroc, c'est le terme bouchkara. Bouchkara, c'est un peu old school, tout ce que vous voulez, le patron, tout ce que vous voulez. Et pourquoi? Très bonne question, parce que quand nous recevons des gens, depuis 1993, à la fondation du cabinet, c'est-à-dire nous avons fêté cette année 30 ans. D'ailleurs, juste, je voudrais partager avec vous une anecdote extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons placé une candidate issue de Polytechnique Lausanne, j'aime bien dire Polytechnique. Mais pourquoi cette anecdote? Parce qu'en février 1994, sa maman était venue en tant que candidate et elle était enceinte de cette fille. Magnifique. Et Selma, nous avons suivi son parcours. C'est une fierté pour nous. Quand on l'a placée, cette fidélité, 30 années, et beaucoup aujourd'hui, nous sommes en train de placer, si j'ose dire, les enfants de nos candidats que nous avions placés dans les années 90. C'est te dire, tu as parlé de l'entreprise, mais également, c'est pourquoi on est revenu vers le cabinet. Et c'est ça l'entreprise. Si je vais travailler avec X, Y, Z, c'est pas parce que non, on s'en fout comme l'an 40. Il est pas je te l'ai dit, peut-être la pire chose qui puisse exister dans nos entreprises, c'est le paternalisme. L'entreprise, elle est là pour faire du business, ni plus ni moins. Si l'entreprise veut attirer des gens, c'est que cette entreprise doit avoir une culture
d'entreprise très forte, et surtout une véritable politique RH, dans laquelle le DRH ou la DRH ont un véritable rôle. C'est-à-dire que le DG est là pour la stratégie. Il en a tout ce qui est en interne, il y a un DRH qui a tous les pouvoirs et qui gère bien comme il faut cette politique RH. Pourquoi ? Parce que c'est comme en relations internationales. C'est pour cette raison, quand tu m'as demandé de te faire, dans les relations internationales, on nous a appris une chose importante. Un État n'est fort que en externe. Un État est fort en externe lorsqu'en interne, il est très fort. C'est ce qu'on appelle le franc interne. Et le franc interne au sein de l'entreprise, c'est ça. L'entreprise, si les gens se reconnaissent en elle, c'est quelque chose de fantastique. Une seconde et je m'arrête. Je t'en prie. Concernant la gestion des carrières. Alors, ceux qui nous écoutent, partagez ce que je vais vous dire. La gestion des carrières. La gestion des carrières, c'est vous-même qui la faites. C'est les candidats qui la font eux-mêmes. Ce n'est pas l'entreprise qui se charge de leur... L'entreprise les aide, l'entreprise leur permet d'évoluer. Mais quelqu'un doit se prendre en charge. Vous me parlez de logistique aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle pas anglais, c'est même pas la peine de parler logistique. Mais il doit gérer lui-même sa carrière. Il n'est pas là pour se marier avec l'entreprise. Je pense qu'on est marié uniquement avec sa femme et ses parents. Bon, ça c'est une autre paire de manches, mais c'est une chose importante. La prise en main par les candidats et les candidates. Et il y a beaucoup à faire. Nous connaissons beaucoup de directeurs logisticiens. Rita a raison, parce qu'à un moment donné, logistique, je me rappelle quelqu'un me dit transit, le matar, c'est comme ça alors que non, nous avons eu à recruter pour des multinationales, tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, la plupart aujourd'hui sont établis un peu partout à l'étranger, des Marocains, qui, Dieu merci, veulent s'expatrier, parce qu'il y a longtemps, les Marocains n'aimaient pas s'expatrier, ce qui avait fait dire à l'un de nos candidats que les Marocains ne sont pas les dignes fils de Ibn Battuta. Ils voudraient rester chez eux au Maroc. Mais, c'est-à-dire que ces gens se sont pris en main, sont devenus des directeurs généraux, mais ne se sont pas limités uniquement à la logistique. Et c'est ce qui fait également, quand on parle des ingénieurs, pas parce que Rita est ingénieur et que c'est de l'école centrale, tout ce que tu veux, la polyvalence de l'ingénieur doit être transposée à tous les candidats. Je crois que ça suffit. J'ai bien envie, je te remercie beaucoup pour ce partage. J'ai envie de revenir vers vous, Rita, pour poser une question par rapport à cette génération Z dont on parle depuis tout à l'heure. J'ai presque envie même de lancer le challenge, de nous parler de cette génération Z et des millennials. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même... Ils commencent à venir en entreprise. Qui sont-ils ? Bon, on les voit, mais avec un œil paternel, maternel, on voit nos enfants. Mais par rapport à la lecture qu'un établissement de haute voltige, qui est l'école centrale, comment vous observez ces générations qu'on appelle les Z et les millennials ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas être redondante. Il faut savoir déjà qu'en 2030, c'est-à-dire demain, 75% des salariés vont être génération Y, donc 80, 95. Mais ils sont natives, effectivement, ils sont digital natives. Et Z, c'est-à-dire 95-2010. Et ces gens... 70%. 75%. C'est énorme. Ces gens, si nos générations ne bougent pas, c'est nous qui devons nous inquiéter. Ce n'est pas eux qui doivent s'inquiéter. Donc je vais juste reprendre une ou deux qualités qui ont déjà été dites pour les développer par rapport à ce que ça donne comme conséquence dans le management des entreprises, parce que c'est ça le sujet, j'imagine, d'aujourd'hui. Effectivement. Alors, il faut savoir que ce sont des gens qui ont un machin qui s'appelle un téléphone dans la poche, qui peut tout faire, et qui, à la moindre question, ambiguïté, problématique, sortent leur téléphone et sont capables de remettre en cause tout ce que vous dites. Donc, de par cette spécificité, ils ont totalement remis en cause l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité managériale, l'autorité d'un patron, l'autorité d'un gouvernant, l'autorité de tout. Et donc, de facto, si vous ne comprenez pas que cette génération est en attente d'une relation différente de celle pour laquelle nous avons vécu des siècles, eh ben vous ne comprenez pas cet état d'esprit.
Et ces gens, effectivement, ont besoin d'un nouveau type de manager qui est plus du tout un manager qui donne des ordres ou qui soit paternaliste ou qui donne des objectifs sans se charger de la manière d'y arriver. Mais ce sont des gens qui attendent de la coopération, de l'empathie, de l'accompagnement, du coaching pour s'assurer que leur job arrive à bon port. Et donc, c'est absolument fondamental. Si on n'a pas compris ça, on ne le comprend pas. On les comprend pas. Et puis, ils remettent en cause toutes les règles. C'est-à-dire, et là, je vais vous raconter une anecdote, ça sera beaucoup plus éclairant que tous les discours. Un des plus grands groupes mondiaux de cosmétiques a des problèmes de vente en ligne par rapport à son commerce, son e-commerce. Et son patron dit « Je veux que vous me trouviez le meilleur e-commerceur au monde ». Donc, ils ont pris un chasseur de tête et ils sont partis chercher un des meilleurs sur la place. Donc, ce monsieur arrive, il passe tous les entretiens et puis finalement, il n'est pas pris. Donc, le CEO pose la question en disant « Expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas pris cette perle qui semble être… l'oiseau rare qu'on a chassé de par le monde ». Et puis, en fait, ils se rendent compte que dans la chaîne de validation, c'est la DRH qui a mis son veto. Et donc, il convoque d'abord le candidat. Les DRH se sont visés par ce commentaire, Rita. Nothing personal. Nothing personal. Et après avoir interagi pendant 15 minutes avec le candidat, il appelle la DRH et il la vire. Elle. Dans la minute en lui disant « Vous êtes plus capable de vous charger des ressources humaines de mon groupe ». Tout simplement parce que la personne disait « Il faut que vous me donniez aucune contrainte. Si je veux commencer mon boulot à 10h du soir et terminer à 5h du matin, il faut que je sois capable de le faire. Si je dois prendre 3 mois de vacances, je dois pouvoir le faire. Si je dois travailler à l'autre bout du monde, je dois être capable de le faire. Tout ce que vous attendez de moi, c'est les objectifs, les chiffres et le résultat. » Et donc, ce nouveau type d'attente, il faut savoir qu'aujourd'hui, des gamins de 20 ans, quand ils arrivent chez vous, ils se comportent comme ça. Ils vous tutoient, ils vous expliquent, vous êtes en train de passer votre entretien, il va vous dire « Mais toi, qu'est-ce que tu me proposes ? C'est pas moi, qu'est-ce que j'ai pour toi ? Toi, qu'est-ce que tu as pour moi ?» Donc ça, c'est absolument fondamental à comprendre, l'autorité et les règles. Et puis, il y a une troisième caractéristique très importante, c'est que ce sont des jeunes qui n'ont aucune barrière en termes, pas de loyauté, mais d'attachement. Ce sont des gens qui, de par leurs skills, qui eux sont des skills beaucoup plus développés que les anciennes générations, parlent au minimum 2 ou 3 langues, sont capables de travailler de par le monde et n'ont absolument aucun attachement à une entreprise, une culture, un pays, à ce que vous voulez. Ils zappent. Et donc, si on ne comprend pas dans nos pays que les gens les plus talentueux sont capables d'aller n'importe où dans le monde, surtout quand ils ont des compétences très rares, on ne retiendra personne dans les années à venir si on n'a pas cette dimension en tête. Sachez qu'aujourd'hui au Maroc, on forme à peu près 10 000 ingénieurs ou équivalents par an. Il y a à peu près 3 écoles d'ingénieurs qui partent après le diplôme, en dehors de 100 de ceux qui viennent d'être débauchés après 1 ou 2 ans d'expérience. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de former, parce que la tectonique des plaques mondiales fait que, de toutes les manières, nos jeunes seront récupérés par des pays qui peuvent les payer ou leur donner de meilleurs... cadre de vie aussi, des fois. Exactement. Que les Européens sont également catchés aux États-Unis, au Japon, etc. Et que nous devons aller chercher d'autres nationalités. Et ce cycle, il faut que les recruteurs, que les chasseurs de tête, que les entreprises l'intègrent et que surtout les formateurs forment de plus en plus de gens pour être capables de travailler pour les dispositifs. Et donc, pour conclure, ça veut dire que, compte tenu de ces caractéristiques, il faut que l'entreprise forme, et forme tout au long de la vie. Et c'est pour ça que la formation continue et l'executive education devient absolument salutaire
pour justement reskiller les managers, les techniciens, les futurs managers de ces Gen Z et leur permettre justement d'intégrer les human skills, les soft skills, les real skills, en plus évidemment de la technologie qui va très très vite et dont je ne reparlerai pas parce que mes collègues l'ont déjà largement mentionné. Je vous remercie. Merci beaucoup Rita. Donc une relation à l'autorité, au style de management qui change fondamentalement, une notion de loyauté ou de manque de loyauté fondamentale d'ailleurs par rapport à tout type de marque employeur, marque commerciale, etc. Et donc un challenge pour la formation, pour former tout le temps, upskiller, reskiller, etc. Et j'ai envie donc de revenir vers Sarah. C'est quoi la logique aujourd'hui en termes d'accompagnement de la logique de formation dans un contexte où finalement on doit former tout le temps. On doit former tout le temps, on doit reformer, déformer, réformer. Quelle est aujourd'hui la politique au niveau État, et donc qui est portée par l'AMDL pour justement concevoir un cadre de formation, donner la capacité, on parlait de 90% de TPE, 95% de TPE et PME. C'est quoi le challenge aujourd'hui pour l'AMDL pour créer le cadre de cette formation continue? Alors justement, il y a un grand challenge. Aujourd'hui, je partage le même avis qu'avec mes collègues panélistes. L'entreprise doit jouer son rôle en mettant en place une bonne politique RH pour mieux fidéliser et attirer cette génération Z avec toutes les qualités et ces tendances qu'il a. Et aussi, l'établissement de formation doit adapter ses programmes de formation pour mieux outiller ses talents à mieux intégrer le monde du travail avec les tendances économiques qui sont émergentes. Alors, pour le côté de l'AMDL, elle a prévu le renforcement des compétences logistiques des entreprises à travers des initiatives. Je cite à titre d'exemple un programme de mise à niveau intitulé PME Logis, où on accompagne les talents, les compétences des entreprises à développer leurs compétences et à renforcer leurs compétences en matière de supply chain. Donc, ce programme propose plusieurs produits en matière de formation continue sur les métiers de la supply chain afin d'actualiser les compétences des RH des entreprises et développer davantage leurs compétences. Il propose aussi des certifications pour les managers logistiques au sein des entreprises selon des référentiels de la supply chain internationaux, offrant ainsi une reconnaissance officielle de leurs compétences. Également, dans le cadre de ce programme, on propose des ateliers, des actions de sensibilisation auprès des cadres logistiques au sein des entreprises sur des thématiques des bonnes pratiques et pour qu'elles connaissent davantage les enjeux et les opportunités du secteur de la logistique. Aussi, et pour garantir une synergie entre les établissements de formation et les entreprises, l'AMDL a créé un board pour la coordination de la formation. Ce board où il siège des institutionnels à la fois et des entreprises privées et qu'il a pour mission principale... Pas d'organisme de formation? Donc les institutionnels, les entreprises, il n'y a pas d'organisme de formation? Si, il y a des établissements de formation ainsi que leur ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et la direction de la formation professionnelle. On trouve des représentants dans ce board-là? Non, les représentants de ce board-là essayent de coordonner la mise en place de ce plan d'action de formation qui a identifié les besoins en métier dans le secteur logistique et ainsi il peut proposer de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de la formation et le développement des compétences. Merci beaucoup Sarah pour ces éclairages. Amine, j'ai envie de revenir vers vous pour poser la question. C'est quoi l'avenir des métiers? Vous êtes dans le cœur du sujet, vous venez de faire une transformation majeure d'un groupe en prestataire logistique. Mais vous êtes en train de lancer un certain nombre d'offres. J'ai vu un article qui vient de sortir sur un peu les enjeux, les challenges. En termes de métiers, c'est quoi les métiers d'avenir pour la supply chain? Alors, les métiers de la supply chain n'ont
pas cesser d'évoluer. Je pense que quand on a parlé de l'attractivité du métier, on parle de logistique, on parle de supply chain, il y a pas mal d'appellations qui aujourd'hui peuvent faire l'objet de confusion par rapport aux futurs employés de ce type de secteur. Il y a un élément, avant de répondre peut-être à cette question, un élément très important pour l'attractivité. Je pense qu'on a un rôle également à jouer pour faire vivre l'expérience du métier de la logistique à ces jeunes en formation. Pendant le cursus de formation ? Pendant le cursus de formation. Je crois que c'est un élément clé de la formation. On a vécu une expérience assez intéressante, et c'est Mohamed Messouda est là, notre DRH, qui a accompagné la transformation digitale de l'entreprise, où à un certain moment, on avait une centaine de stagiaires de génération Z. Une centaine de stagiaires ? Absolument, à un instant T. Le fisc est au courant ? Comment ? Le fisc est au courant ? Oui, ils sont rémunérés. Donc, le fisc ils sont est au rémunérés, courant ça parce va. on paye les prestations sociales. Donc, très bien. Le fisc est content. Ça va. Donc, et ils ont été en duo avec des générations. Nous sommes une boîte qui allons fêter l'année prochaine notre centenaire. Et donc, on a des gens qui ont vécu, c'est les générations avant Z, et on peut remonter dans l'alphabet là où vous voulez. En tout cas, bon, c'est des gens qui ont vécu des expériences intéressantes depuis les années 70 et qui ont fonctionné en duo avec cette génération Z, et l'expérience a été juste extraordinaire. Et quelque part, cette génération Z est venue découvrir le métier, de vivre l'expérience et de découvrir de visu. Et d'ailleurs, on a travaillé également avec l'école centrale, et je vois que c'est Fouad Rienne avec lequel on a travaillé, professeur à l'école centrale, et on a recruté des gens de l'école centrale qui sont chez nous aujourd'hui, qui occupent des postes en transformation dans notre projet. Et donc faire vivre cette expérience est un élément clé pour attirer ces ressources. Alors pour revenir au métier de demain, vous savez, aujourd'hui, la logistique, c'est beaucoup de technologie. Et le fameux clic de la génération Z peuvent découvrir ce qui se passe derrière, parce que ce qui se passe derrière, c'est la vraie vie. C'est des entrepôts à faire vivre, c'est des camions à bouger, c'est des livreurs, etc. Avec derrière des considérations de sécurité qui sont extrêmement importantes, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en danger les gens, en mettant des systèmes de planification qui sont extrêmes et qui peuvent mettre en danger les gens. Mais ce à quoi je veux revenir, c'est qu'aujourd'hui, la logistique sans la partie SI ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on parle de flux physique et de flux data, et dans la logistique, il s'agit tout le temps de s'assurer que les deux sont synchronisés. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a d'énormes chantiers de créativité et d'innovation pour qu'on puisse trouver dans ces métiers-là des compétences IT, des compétences d'intelligence artificielle, d'intelligence par rapport à de la robotique. Quand on voit aujourd'hui comment les entrepôts sont gérés avec des robots, et ce n'est pas de la science-fiction, ça arrive chez nous, c'est pas une question de... Donc aujourd'hui, il y a des métiers qui touchent l'ensemble de la chaîne de valeur de la logistique, et on a besoin de toutes les compétences. Et à chaque fois, on est en train de découvrir des nouvelles compétences qu'on intègre dans ces métiers-là. Donc du coup, c'est un métier qui est ouvert sur l'avenir, et ce n'est pas pour rien qu'une entreprise qui fait partie du GAFA, Amazon, c'est d'abord une entreprise logistique avant que ça devienne ce qu'elle est aujourd'hui. C'est des gens qui ont commencé à faire bouger des livres, et aujourd'hui on fait bouger aussi des livres à travers Sojpress parce que c'est notre métier de base également. Et à partir de là, on s'aperçoit que faire bouger un livre, derrière, technologiquement, c'est beaucoup de compétences. Et en termes de profil qu'on est en train de recruter au niveau de la DRH, on s'aperçoit que tous les ans, on est en train de créer des nouveaux profils pour venir nous rejoindre sur un métier qui est unique, la logistique et la supply chain, avec des compétences différentes. C'est en train de bouger d'une manière extraordinaire. Donc c'est un métier qui est extrêmement attractif pour peu qu'on vienne le découvrir. Et je pense que les stages est la meilleure occasion pour faire découvrir aux jeunes ce métier. Merci beaucoup, Siamine. Déjà, j'ai envie de revenir vers toi pour une question un peu difficile. On a beaucoup parlé des jeunes générations, mais finalement, en tant que personne en charge du capital humain, en tant que DRH, il n'y a pas que la génération Z et Y et les millennials. Et le challenge pour les métiers de la logistique, on en a parlé, Rita en a parlé, Amine, tout le monde en a parlé, Ali, ça.
ben, il faut faire du reskilling, du upskilling, sinon on se fait dépasser, sinon on crée un gap de culture en interne. On a des gens qui sont très bien formés, prêts, digital ready, future ready, et puis on a les autres. Comment vous arrivez à gérer ce challenge de streamliner, j'ai envie de dire, la culture, la compétence, le leadership cross-generation. Donc, comment vous y arrivez? Est-ce que vous y arrivez? J'imagine que oui. En tout cas. Voilà, j'ai vu les derniers chiffres, vous avez l'air d'avoir le vent en poupe. Donc ça veut dire que ça marche. Donc vous arrivez à le faire. Comment vous y arrivez? On essaie en tout cas, mais c'est clair, c'est un vrai challenge pour les DRH que de répondre aux besoins de différentes générations. Moi, je dirais, et ça c'est un avis personnel, que déjà, à part les anciennes générations, je pense, mais cette génération Z... On en parlera Non, en fait, après. On en parlera. Ce que je dirais, c'est que la génération Z n'a fait que créer le besoin chez les autres générations. C'est-à-dire qu'ils ont parlé de quelque chose que les autres n'osaient pas dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différents besoins entre les différentes générations et l'entreprise et le DRH doit un peu surfer avec cette évolution de besoins et ramener les autres vers les nouveaux besoins qu'on a. Le vrai challenge pour le DRH, je pense que c'est plus garder l'ADN de l'entreprise. La culture, elle peut évoluer. La culture de l'entreprise, elle doit aussi évoluer avec les différentes générations et comment amener les autres générations aux autres et avoir répondre à tous les besoins. Mais l'ADN de l'entreprise, et ça reste le socle de l'entreprise, c'est l'ADN et les valeurs de l'entreprise. Une fois qu'on fait adhérer tout le monde à ça, je pense qu'on n'a pas de problème à répondre aux besoins de Hadou et répondre aux besoins de l'autre. Je vais parler d'un exemple qu'on a eu chez Pharma 5. Pour justement accompagner les besoins de cette génération-là, on a créé la Pharma Academy et puis aussi pour accompagner l'évolution de l'entreprise. Donc on a créé la Pharma Academy, une académie de formation au sein de l'entreprise qui a des cycles de métiers et des cycles par métier, très adaptés à notre métier, secteur pharmaceutique et surtout à Pharma 5. Ça a beaucoup plu aux gens, mais il y avait bien évidemment les anciennes générations qui n'étaient pas très ouverts à la formation. Pour eux, c'est des gens qui sont des experts et qui n'ont plus besoin d'être formés, qui sont proches retraite. Et ben, c'est eux qui forment ces générations-là dans certains domaines. C'est-à-dire qu'on a essayé de profiter de cette création de Pharma Academy pour impliquer tout le monde et pour répondre aux besoins de tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Donc, mais tout en gardant, comme j'ai dit, gardant toujours l'ADN de l'entreprise. On est obligé de surfer avec l'évolution, que ça soit de l'environnement ou des besoins de nos collaborateurs, mais la culture peut évoluer, mais l'ADN doit rester la même de l'entreprise. Et si on arrive à fédérer tout le monde vers l'ADN, on est gagnant. Merci beaucoup, Njla. Ali, je me tourne vers toi pour une dernière question pour ce panel avant d'ouvrir la parole à cette honorable assistance. Finalement, on a beaucoup parlé d'attirer cette nouvelle génération, de skiller, upskiller, former, maintenir. C'est quoi les enjeux finalement dans les métiers de la supply chain particulièrement? Bien sûr, il y a des éléments transversaux, je n'en doute pas, pour fidéliser finalement cette compétence, les garder, une génération zapping qui a un effet contagieux sur les autres et finalement on forme des gens, ils pourraient partir, on a toujours ce risque-là, mais on a envie de les retenir, on veut leur proposer de la formation mais au bout de champ. C'est quoi le challenge finalement fondamental qui est certainement pérenne, qui n'est pas nouveau, mais comment il se caractérise aujourd'hui à Ali? Comment tu le vois toi en tant qu'observateur du sujet, en tant qu'accompagnateur d'un certain nombre d'entreprises pour garder la notion d'attraction, mais au-delà de la notion de fidélisation des talents au niveau des organisations, notamment sur les métiers de la supply chain. Donc, au risque de me répéter, culture d'entreprise, véritable politique RH, bien sûr, les former, mettre à niveau leur formation, mais également, n'oubliez pas une chose importante, là je m'adresse aux entrepreneurs, et il y a également l'élément rémunération. Il ne faut pas raconter de blagues. Je suis un chasseur de tête. La plupart des fois, c'est vrai que nous tombons beaucoup sur des candidats mercenaires. Ils sont là, ils se mettent sur le marché pour aller décrocher un contrat de travail et puis revenir négocier le salaire. Déjà, on sait bien que l'entreprise qui va le retenir est une mauvaise entreprise parce qu'il ne faut pas attendre qu'il vous menace pour le retenir, etc. Mais attention, quand vous avez les bons éléments, nous, quand on parle de cette génération, attention, on parle de la génération qui a des compétences. Ce n'est pas parce qu'il a 20 ans ou je ne sais quoi d'autre que c'est la génération Z.
On parle de gens compétents, qui ont les real skills, tout ce que tu... les life skills, tout ce que vous voulez, soft skills, les compétences techniques, tout ce que vous voulez. Mais on a devant nous quelqu'un de très compétent, pour ne pas le perdre. Il doit chaque matin, ça me rappelle il y a 50 ans, mon père trouvait un plaisir d'aller au boulot. Trouvait un plaisir. Et beaucoup de gens de sa génération trouvaient un plaisir d'aller au boulot. C'était la deuxième maison. C'est-à-dire trouver ce plaisir, que cette génération trouve un plaisir d'aller bosser dans l'entreprise chaque matin que le bon Dieu fait. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenir à cette entreprise, d'être bien payé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais également, et parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont des salaires mirobolants. Ils peuvent avoir un salaire de 10%, 15% par rapport à ce qui se pratique à l'extérieur. Mais l'ensemble, le package est fantastique. Il est très, très bon. Donc, la personne préfère rester. Et surtout, et là, je m'adresse au DRH, jouez votre rôle. C'est-à-dire être très proche du personnel. Je ne dirais pas que vous devez être le confident de votre personnel, mais quand quelqu'un s'adresse à vous ou à vos équipes, il s'adresse non pas à la famille, mais il s'adresse à des gens qui vont l'écouter. Et là, vous risquez de ne surtout pas perdre les meilleurs éléments. Et Zouloum Klem, comme je vais le dire en marocain, à tous les entrepreneurs, personne n'est indispensable. Là, pour moi, tout le monde est indispensable. Ça étonne un peu les gens, tout le monde est indispensable. Même la femme de ménage, le gardien, tout le monde est indispensable. Chacun a sa place. Comment vais-je faire pour que cette personne puisse considérer cette entreprise comme la sienne? Et je m'arrête pourquoi je te donne cet exemple? Vous savez, il y a 2 entreprises ou 3 entreprises bien connues, l'une dans le soda, 2 autres dans les détergents. Ouais. Allez, on va dire, on va dire. Procter & Gamble. J'avais du mal, un mal fou à débaucher des gens de Procter & Gamble. Je sais, tu m'avais déjà appelé à Ali à l'époque, j'ai refusé. Voilà. L'ahmaq, c'était comme si vous avez pris une piqûre et moi je disais aux gens, ah ibadallah, ce que je te propose, c'est la multinationale. Je te propose 25% de plus que tu as. Je te propose ceci, mieux que cela. Tenez-vous, mesdames et messieurs, bien comme il faut. J'avais quelqu'un qui avait 20 ans de boîte chez Procter. Alors, il faut être vraiment fou de laisser 20 ans avec un salaire mirobolant et partir à l'aventure. On avait fait signer au client, je vous assure, c'est à rigoler, une clause ponctuelle de 2 années dans laquelle il est dit, tenez-vous bien, au cas où l'entreprise venait à se séparer de monsieur Intel, l'entreprise s'engage à payer 1 an de salaire brut, et je ne vous dis pas ce que c'est qu'un an de salaire, en net. C'est-à-dire qu'elle était ponctuelle pendant 1 année. C'est-à-dire pour lui dire, venez, on a besoin de vous. Je peux vous le promettre, mesdames et messieurs, la personne avait dit non. L'ahmaq. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, mais c'est cet esprit de corps comme chez les militaires. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qu'il faut que l'entreprise fasse. Il peut évoluer dans sa tête. Il peut évoluer dans sa tête. Se dire, bon là, je ne suis pas le papa qui va vous dire, j'ai ouldi, j'ai benti. Ça, ce langage, il faut... On est là pour faire du boulot. Bon, je m'arrête. Merci Ali. Rien. Mesdames et messieurs, s'il y a des questions dans l'audience, des commentaires. Oui, j'arrive. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je te donne le micro, Fouad. Oui. Fouad Rien, je suis professeur à l'École centrale. Merci tout d'abord pour cet échange fructueux et riche. J'ai 2 petites questions. Une pour les gens représentant le monde de l'entreprise et une pour ma directrice. Ça n'a rien à voir avec ta prochaine augmentation de salaire. Ça n'a rien à voir avec. Non, en décrivant cette génération Z, vous avez dit que c'était une génération en quête de sens. Vous avez probablement omis de dire, ou alors j'ai pas entendu, que c'était une génération qui se prend pour des entrepreneurs. En tout cas, le sentiment d'entrepreneur est très fort chez eux. Et ce sentiment a été aussi accentué chez la génération Y par la transformation digitale. J'en veux pour preuve, si ce que je vais dire est une preuve, l'affluence qu'a eu un certain nombre d'ingénieurs sur le statut d'auto-entrepreneur qui a été imaginé pour pouvoir un peu créer de l'emploi auprès de jeunes qui n'en avaient pas. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui sont dans une immédiateté, ils veulent travailler et aller en vacances, ils n'ont pas travaillé pour profiter de la retraite. Le sentiment, donc la quête d'une entreprise, c'est attirer les meilleurs, mais c'est surtout les fidéliser. Pour les fidéliser, il faut un sentiment d'appartenance. Comment dès lors développer ce sentiment d'appartenance pour une génération pour laquelle le travail n'est pas certainement une valeur morale? La preuve, c'est qu'ils vont négocier des salaires.
et qui sont dans une logique d'immédiateté. La deuxième question, c'est au niveau de la formation. Je crois que la réalité de demain, si ce n'est pas déjà le cas d'aujourd'hui, c'est que les curricula ne vont pas se faire à l'intérieur d'une seule école, d'un seul établissement, en tout cas principalement. Et on a compris que les carrières ne se font plus au sein d'une seule entreprise. Et on a compris que la formation doit se faire tout au long de la vie. Que peut-on imaginer comme façon révolutionnaire d'envisager une nouvelle façon de former les managers de demain, non pas tout d'abord dans l'école puis dans l'entreprise, mais probablement en alternance sur des projets de création de valeur pour les uns et pour les autres. Et merci. Merci, professeur Rian. Barakallahu fik. Oui, je peux répondre à la première partie, si vous permettez. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Ils sont en quête de sens, j'ai parlé aussi que j'ai évoqué ici le fait qu'ils cherchent toujours des missions ponctuelles. Ils sont même prêts à faire des concessions sur le salaire pour aller faire du freelancing. Et ça, on l'a remarqué, cette génération, ils travaillent 2-3 ans, ils viennent vous proposer, enfin, je vais quitter, mais je peux rester avec vous en freelance. Et ça, parce qu'ils ne sont pas trop attachés à la partie stabilité, salaire et tout. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et ils sont prêts à aller effectivement dans l'entrepreneuriat malgré leur jeune âge pour être libres et pour voir d'autres choses. Ce qu'il faut faire pour les attirer, pour les retenir, et moi j'ai en tête maintenant deux exemples plutôt des personnes qui sont venues me voir, des jeunes, pour me dire écoutez, je ne veux plus rester dans le salariat, je veux me lancer pour mon propre compte. Et je leur ai dit, OK, aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec nous en freelance. Ils n'ont pas d'autres labos pharmaceutiques, ils ont d'autres entreprises dans d'autres secteurs, mais ils travaillent avec nous en freelance. On a développé, si je peux me permettre juste rapidement de parler d'un exemple qu'on a développé chez Pharmasec, on a développé un programme qui s'appelle PharmaCare. Ce programme-là, c'est dans le cadre du bien-être des collaborateurs et qui tourne autour de 5 axes. Le premier axe, c'est bien manger, c'est la santé, c'est bien manger. Et donc, on leur donne toujours des conseils, on organise des petits déjeuners healthy, on fait appel à des nutritionnistes pour donner des conseils sur la santé et tout. Le deuxième axe, c'est sur bien bouger. Donc, on organise des tournois de foot, plein d'activités sportives au sein de l'entreprise. On a même des journées sans ascenseur pour les pousser à monter les escaliers et pas prendre les ascenseurs. Il y a pas mal de... Mais l'axe où ça bouge beaucoup pour ces gens-là, c'est l'axe de la responsabilité, où on leur permet de prendre une demi-journée de la semaine pour aller participer chez des associations avec qui on a des conventions, pour parrainer un enfant, pour faire des cours de français ou des cours de dessin ou des cours chez des enfants. Et donc, le travail associatif leur parle. Et donc, leur donner cette liberté. Le fait de les laisser faire ce qu'ils veulent, c'est important. Il y a même des entreprises qui financent des petits projets pour certains collaborateurs en parallèle. Et on est obligé de surfer avec ça. Donc, aujourd'hui, les retenir, ça ne veut pas dire les garder en CDI chez nous dans l'entreprise, mais de leur donner les moyens d'être épanouis dans leur vie en général, et puis chez nous, ils nous donner le meilleur. Parce que si je leur offre ça, ils vont mettre... l'esprit d'appartenance à cette entreprise restera à vie. Donc, quelle que soit la forme, le format, le lien que j'ai avec ses collaborateurs, il faut arriver à le retenir. Est-ce que j'ai répondu à votre réponse? Merci. Je pense qu'il y a un complément. Ali, si tu veux bien... C'est Ali Ismaili, on complète. Si vous aide, c'est bien ce que vous avez dit. Ils veulent être entrepreneurs. Entrepreneur n'est pas entrepreneur qui veut. Vous avez 10 cas, vous en avez 7 qui se cassent la gueule. Excusez le terme, qui se cassent la tête, qui n'arrivent pas à réussir. Et ceux qui réussissent... Alors, je vous donne des exemples concrets. Un conglomérat chinois, pour ne pas le citer, me disait, vous savez, on veut des noms, des vous adresses. savez, on peut tout mimer, on peut tout copier. Sauf ce qui se passe ici. Dans le digital, quand vous avez des gens qui sont brillants, je dirais entre guillemets, j'adore Einstein, qui sont des Einstein du digital, de DSI, c'est vrai ce que vous dites, quand ils sont des entrepreneurs, et je rejoins ce que tu dis, ma chère Njla, c'est fantastique ce qu'ils font. Mais la plupart, même s'ils ont de brillants diplômes, walou, zéro. On a parlé de real skills, soft skills. Le grand malheur des grandes écoles, c'est qu'on leur dit, vous êtes la crème de la crème, vous êtes. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas habitué à entendre ce langage, que tu es la crème de la crème, tu es tout ce qu'il faut être, parfois ça finit très très mal. Et je finirai par ce que disait Jacques Welch. J'aime pas les citations, mais j'avais aimé. Le jour où il avait
Jack Welch, c'était le big boss de General Electric. C'était, je pense, à Stanford. Il avait réuni les big boss de la data ou de je ne sais quoi à l'époque, comme on appelait ça, et parmi eux figurait M. Dell, Michael. Et il leur a dit, présentez-vous. Chacun se disait, je suis diplômé de ceci, je suis... C'est fantastique. Et à un moment donné, il leur a dit, à partir de maintenant, vous n'êtes rien. Et c'est ça le véritable malheur. Donc, pour rejoindre un peu ce que vous avez dit, être entrepreneur ou bien être un excellent salarié dans une entreprise et être celui qu'on s'arrache, Rita, qu'on s'arrache, c'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment les life skills, si j'ose dire, un tout qui est très important s'il faut aider. Merci pour ta question. Baraka, Rita. Merci Ali. Rita, peut-être par rapport à la deuxième, au deuxième axe de réflexion. 3 éléments de réponse très rapides. Le premier, c'est que malheureusement, dans notre pays, nous avons pris le modèle français de formation, dans lequel, si on n'a pas un diplôme universitaire, il n'y a point de salut. Quand vous prenez, par exemple, le modèle suisse ou le modèle allemand, et que vous demandez à un jeune élève à peu près de niveau CM2, c'est quoi ses aspirations après le bac, 50% vous disent, moi, je vais faire un bac plus 2 ou un niveau bac. Et tout au long de la vie, je vais faire des allers-retours entre l'école, les expériences terrain, les expériences aujourd'hui de plus en plus connues qui sont les expériences sociales ou l'entrepreneuriat social. Puis je reviens en entrepreneur, puis je repars à la fac, puis je reviens en entreprise, etc. Et cette richesse, effectivement, nous ne l'avons pas pour 2 raisons majeures. Nous avons une réglementation qui ne s'y prête absolument pas, et nous galérons depuis Madame la représentante de l'État pour faire bouger cette loi 77 de formation continue pour intégrer la formation par alternance ou la formation dans les lieux professionnels qui pourrait donner un argument aux entreprises de pouvoir aider dans cette formation. Et nous n'avons pas ce cadre réglementaire. Et donc, de facto, les entreprises ne participent pas à cette formation. Et les jeunes ont l'impression que s'ils n'ont pas un bac plus 5, n'y arrivent pas. Donc ça, c'est la première problématique de fond. Ensuite, tu as tout à fait raison, aujourd'hui, même quand on est dans un système universitaire, de plus en plus, les formations les plus recherchées, c'est celles qui sont multi-nodales. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit chez nous déjà. La plupart des jeunes font une année de césure où ils vont aller chercher à travailler déjà en entreprise. Là, beaucoup demandent des doubles diplomations. Donc, quand ils sont ingénieurs, ils vont essayer d'avoir un diplôme d'école de commerce ou un diplôme d'architecte ou un diplôme de que sais-je. Et donc, de plus en plus, les jeunes ont conscience de cette multi-formation, de multi-skill, pas uniquement en technique, mais en commerce, mais en entrepreneuriat, mais en expérience de la vie. Et je pense que la conscience est là et elle est en train de s'installer indépendamment de la loi générale. Et puis enfin, ma dernière réponse, c'est que la formation continue dans les entreprises avec des choses de plus en plus osées, parce que des entreprises disent aujourd'hui, j'ai envie de consacrer, même pour quelqu'un de très précieux pour moi, d'aller faire une année de formation ou d'aller faire un MBA ou d'aller faire des Learning Expeditions qui coûtent cher. Et ils sont capables de les financer pour passer, par exemple, d'une catégorie de manager non exécutif à une catégorie d'exécutif. Central, par exemple, vient de signer aujourd'hui un MBA avec le M Lyon, qui est un exécutif MBA, où nous avons une dimension technique, puisque tous les grands enjeux et challenges de demain, malgré tout, sont scientifiques, que ce soit l'enjeu la data digital, que ce soit l'enjeu démographique, que ce soit l'enjeu écologique. Sociétal. Donc la technologie et la technique et la science est fondamentale, mais on a aussi besoin des skills financiers, des skills opérationnels, des skills managériaux. Et donc de plus en plus d'académies ou d'institutions de formation se mettent en pool pour apporter justement ces compléments de formation tout au long de la vie, et je crois que tout le monde l'a bien souligné. Merci beaucoup Rita. C'est Ali, peut-être une avant-dernière question. Oui. Si ça ne marche pas, on peut lui donner un autre micro s'il vous plaît. Allô. C'est bon, Allô. ça marche.
Moi, je voudrais revenir à une question que, peut-être terre à terre, ce que c'est Ali a évoqué au niveau de la rémunération. Et là, je m'adresse à Mme Jla et C. Amin, les praticiens. Comment ça se passe? Parce qu'on décrit cette génération Z comme des écrans libres, mais comment les négociations, en tout cas au niveau de la rémunération, qu'on le veuille ou pas, ça reste quand même un élément fondamental. Le deuxième point, c'est ce choc de culture, ce choc de génération. Comment ça se passe? Madame Rita a parlé, il y a des règles, mais le problème, c'est qu'il faut respecter certaines règles. On ne peut pas non plus qu'il y ait des gens qui n'ont aucune barrière, comme vous avez dit, aucun attachement, etc. Sinon, ça va déséquilibrer. Nous, on a dans le comité, on a quelqu'un qui a une centaine de personnes dans l'entreprise au niveau des IT, qui nous a dit, je vais être obligé de louer des bureaux en centre-ville pour sortir cette génération, parce qu'ils sont en train d'influencer tout le reste et ça risque complètement de... Voilà. Merci. On va prendre l'ultime question parce que nous intervenons des contraintes par la suite. Donc si vous pouvez être synthétique, comme ça on donne des éléments de réponse. Alors je vais essayer d'être synthétique. Je me présente, je suis Rachid Tahri, je suis opérateur dans le transport et la logistique et secrétaire général de la Fédération des transports et la logistique. Alors en fait je voudrais descendre très bas, je vous dis franchement, parce qu'on volait très haut. On va essayer de vous suivre, c'est pas grave. Voilà, exactement, s'il vous plaît. Donc, on a à peu près, comme elle a dit Madame Rita, on est à peu près à 10 000 ingénieurs par an. Mais les bacs plus 2, les bacs plus 3, on est à beaucoup plus que ça. Donc, j'ai l'impression qu'on parle que des ingénieurs. Aujourd'hui, la problématique que nous avons, c'est au niveau, justement, des bacs plus 2, des bacs plus 3, le middle management. Et c'est là où on souffre énormément. Et c'est là où on a une problématique énorme de formation, parce que malheureusement, et monsieur de Chose-Presse parlait de l'école publique, de l'autre, de l'ancienne école publique, et il a raison de préciser, parce que 80% des étudiants arrivent de l'école publique, donc les 20% sont les, je dirais entre guillemets, les chanceux qui ont pu faire des écoles privées. Donc, ma question, comment résoudre ce problème de cette partie de cette population? L'encadrement intermédiaire, donc pas que les ingénieurs. Exactement. Et on a la formation continue dont elle a parlé Madame Rita. Effectivement, c'est une problématique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance des acquis. Il n'y a pas de reconnaissance. Quand vous êtes bac plus 2, ben vous restez bac plus 2 toute votre vie. Et ça pose un énorme problème. Merci Monsieur Tahri, Monsieur Sebrada. Qui veut se... Nejla, peut-être? Je réponds par rapport à la partie rémunération. Si Ali, je suis d'accord avec vous. Quand vous posez la question par rapport à la rémunération, on est tout à fait d'accord, surtout pour cette génération. Mais comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est une génération qui est toujours en quête de cohérence dans sa tête. Les enfants à la maison, comme a dit Madame Rita tout à l'heure, à la maison, quand les parents nous disaient à nous demandaient de faire quelque chose, on le faisait comme ça, à s'actine, et on faisait. Aujourd'hui, quand on demande à nos enfants de faire quelque chose, il faut lui expliquer pourquoi, il faut que ça rentre dans sa tête, il faut que ça soit logique. Donc, elle dit que la logique, elle est importante dans la négociation des salaires. Quand on a des méthodes qui sont claires, transparentes et logiques, on ne peut pas faire autrement avec cette génération, et ils acceptent plus facilement. Pour le cas d'Yanna, on travaille avec une méthode de rémunération qui part sur le principe que chaque description de poste... D'abord, on est rémunéré sur un poste, sur des responsabilités, pas sur un diplôme. Ça, on est d'accord. Et ça pousse les managers, bien sûr, à chercher le bon poste, le bon profil pour le bon poste. Parce que des fois, on a tendance à un peu recruter un bac plus 4 ou bac plus 5 pour un poste qui nécessite un bac plus 2. Après, quand il fait la pesée du poste, il est bloqué. Et c'est là où il repense encore son recrutement. Donc, pour revenir à la méthode, ce qu'on fait, c'est que on a des descriptions de postes. La méthode, je ne citerai pas les noms, mais il y en a plusieurs d'ailleurs. Des descriptions de postes qui sont... C'est la méthode Hay ? Alors, on travaillait avec la méthode Hay au début, qui est une méthode qui est très bien, sauf qu'on a changé vers Mercer. Pourquoi ? Parce que Mercer, ils ont une étude spéciale secteur pharmaceutique. D'accord. Donc le le panel... plus adapté sectoriellement. Donc, voilà. Et ils ont cet avantage-là par rapport à Hay. Donc, on a la pesée des postes. Chaque description de poste, elle a un certain nombre de points en fonction des responsabilités qui sont citées dans cette description de poste, qui renvoie vers un grade. Et chaque année, on participe à une enquête de rémunération qui dit que ce grade-là, il correspond à cette grille de salaire. Une fois on explique ça à cette génération,
c'est logique, ça rentre dans la tête, c'est-à-dire qu'il voit des choses tangibles, logiques et claires. C'est plus facile de négocier que quand on dit « Ah non, nous on ne peut pas » et ne pas donner des réponses logiques. Oui, c'est juste par rapport à la deuxième partie. Je ne sais pas si vous voulez pas... Ou on continue sur la partie tu veux enchaîner sur le premier point déjà, rapidement? Juste peut-être qu'il faut préciser que la génération Z, on est dans une phase de transition. Bientôt, ils vont devenir managers. Les années 95, c'est 30 ans, dans 5-10 ans. Donc, on va voir comment ils vont gérer ceux qui arrivent sur le marché, comment ils vont gérer le management de leurs équipes, etc. Je crois que comment ils vont dealer avec les problématiques avec lesquelles on deal aujourd'hui. Je pense qu'il y a une phase de transition. Dans 5-10 ans, c'est des gens qui vont avoir des postes de responsabilité au niveau des RH, etc. et qui vont manager. On va voir un peu comment les choses vont évoluer. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il y a une vraie problématique par rapport à des ressources opérationnelles. Et là, c'est un vrai souci où il y a un coût de formation en interne qui est énorme chez les entreprises. Et ce sont les entreprises qui le supportent. On sait que la MDL, les mécanismes de l'OFPPT, etc., il y a plein de choses qui existent, mais ça ne compense pas des lacunes importantes que l'entreprise prend en charge d'une manière significative. Et ça peut donner des résultats pour peu qu'on mette beaucoup d'énergie, pas de moyens, d'énergie, d'accompagnement, pour que ces gens-là puissent évoluer. Je crois que l'expérience de faire évoluer des gens à des postes de responsabilité et que le bac ou le bac plus 2 ne soit pas un frein au développement managériel et dans l'entreprise. Mais ça dépend de la politique d'entreprise de tout un chacun. Je pense s'il y a une volonté de faire évoluer ces gens-là en termes d'accompagnement, mais c'est énergivore et c'est quelque chose qui est amené de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ou faire ça ou se retrouver avec un middle management qui peut ne pas tenir la route. Et sincèrement, dans les métiers de la logistique, avoir un bon chef d'équipe, avoir un responsable opérationnel, c'est des denrées extrêmement rares. Et là, la rétention est un élément important parce que quand vous les formez, vous mettez de l'énergie, il s'agit de les garder parce que le coût de cession, de transfert est exorbitant. Et il y a la surenchère, c'est-à-dire les autres proposent, ils participent à ces enquêtes, on est dans des grilles salariales et les autres viennent proposer des salaires qui sont exorbitants. Super. Alice, rapidement. Vas-y. Non, Rita clôturera sur la partie formation des bac plus 2, bac plus 3. Je répondrai Vas-y. Merci. Je répondrai à Sir Rachid. Vous avez un grand problème avec les bac plus 2. Tout a été dit entre Njla et Rita quand elles ont parlé un petit peu le diplôme, etc. Oubliez un peu les diplômes. Vous avez bac plus 2, prenez n'importe qui, mais prenez quelqu'un, quand je dis n'importe qui, quelqu'un de, entre guillemets, excusez le terme, de potable. Potable. Que vous allez former, vous allez investir. C'est pas la peine de lui faire signer une clause comme quoi si tu dois payer, etc. Ce n'est pas comme ce que disait tout à l'heure Rita, elle a raison, parce qu'il y a des entreprises qui offrent de très belles formations à leurs salariés, ça c'est autre chose, un super diplôme. Mais les bac plus 2, je vous dis des choses qu'on a vécues en tant que recruteur. C'est dans le câblage. On a recruté beaucoup de gens qui avaient le niveau bac. Mais c'était des gens qui avaient des valeurs. C'était des gens qui pouvaient évoluer, qui ont été formés, centaines. Ça a été une réussite totale. Mais par contre, le grand malheur qui existe dans notre pays, c'est que tout le monde nous le dit, ce n'est pas préparer quelqu'un, c'est le problème de langue. Les langues, l'anglais, oubliez l'anglais, même le français. Les gens arrivent, c'est ça le véritable souci. Parce que généralement, les entreprises travaillent avec l'international. À la rigueur, il faut le B.A.B.A. Alors, je ne vous dis pas les entreprises qui travaillent avec l'Espagne, premier partenaire économique du Maroc. J'espère premier partenaire économique. Espagna, oui. Espagna. Alors, en espagnol, vous parlez la langue, c'est comme disait notre cher Mandela, quand tu parles à quelqu'un, la langue qu'il comprend, c'est que tu parles à son cerveau, mais quand tu parles la langue, sa propre langue, tu parles à son cœur, etc. Non, on n'en est pas là. C'est ça le véritable souci. Trouver les personnes, pour les former. Et les former sans se dire... Attention, si demain il part. S'il part, c'est de votre faute. Merci, Amine. Rita, un dernier mot sur la question par rapport au niveau de formation ingénieur, encadrement intermédiaire. Alors, j'ai eu la chance de coordonner un des 4 groupes de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement sur l'éducation. Et vous avez raison. Aujourd'hui, la faillite est là. Les statistiques qui ont été publié il y a quelques mois, montre qu'un élève de 10 ans au Maroc, 70% des élèves dans le public
ne savent ou ni lire, ou ni écrire, ou ni compter, ou les trois à la fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'après, on puisse discuter de quoi que ce soit? Ils finiront influenceurs. J'ai espoir, vu ce qui se passe aujourd'hui avec M. Chakib Ben Moussa, qu'il y a quelque chose qui se passe, que le grand public n'a pas encore perçu, mais ils ont réussi à craquer quelque chose, et aujourd'hui, ce qui aurait nécessité, d'après nous, à l'époque, 12 ans minimum, est en train de se passer grâce à des méthodes absolument révolutionnaires, où ils ont réussi à résoudre en un an 2/3 des classes pilotes. Donc, gardons cet espoir. Maintenant, en attendant, il y a des choses qui se sont passées au Maroc qui sont extraordinaires. J'étais pendant un certain temps présidente et ensuite présidente d'honneur de la MRC, qui est aujourd'hui la Fédération des outsourceurs. Ce métier existe aujourd'hui et nous faisons partie des plateformes mondiales les plus successful grâce aux entreprises qui ont formé l'ensemble de leurs collaborateurs dans un standard qui est un standard international. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'outsourcing, un Marocain travaille avec la même qualité qu'un Indien, qu'un Philippin ou qu'un Américain. Mais ça a été, comme le disait monsieur, le travail exclusivement des entreprises qui passaient 2 à 3 mois de période probatoire. Alors, on ne corrigeait pas 20 ans d'éducation inappropriée, mais on leur donnait la formation nécessaire pour qu'ils soient très très bons. Et donc, effectivement, le travail se faisait dans la sélection, comme disait notre collègue. Et puis enfin, vous avez aujourd'hui l'aéronautique et l'automobile qui démontrent que quand les fédérations, les entreprises et le secteur ou l'écosystème, avec la bonne tutelle, sont capables de créer les institutions spécialisées pour ces fameux Bac+2, eh ben, quand on fait le benchmark avec d'autres pays, on arrive à être dans le niveau qualitatif le plus à même de nous mettre dans le standard mondial. Donc, effectivement, la réponse aujourd'hui, c'est les entreprises, et ça baisse, ou ça augmente notre coût de revient, pardon, malheureusement pour nous, mais on est capable, grâce encore à un coût salarial qui tient la route. Mais dans le temps, il faut que l'État aussi prenne le relais, et nous espérons qu'on converge bientôt et très bientôt pour que notre économie soit au niveau que nous attendons. Merci Rita. Justement, Sarah, vous voulez partager un petit complément? Un petit complément par rapport à la question de cet arrêt. Merci beaucoup pour votre question. Je voulais juste vous remercier d'avoir précisé cette information relative au fait qu'il faut renforcer l'offre au niveau des opérationnels et au niveau du middle management. C'est pour ça qu'on a prévu dans le programme d'accompagnement PME Logis des formations continues spécialement pour ces métiers de la supply chain à cette catégorie de compétences. Aussi, on encourage la création d'instituts spécialisés de formation professionnelle. D'ailleurs, on est fiers aujourd'hui de compter l'IFT, l'Institut de formation et de transport logistique, qui est un institut qui sera dédié à former cette catégorie de professionnels qui pourront évoluer et continuer leurs études avec des programmes adaptés aux besoins du marché et qui prennent en considération la problématique qui a été citée par les entreprises, à savoir les soft skills, les problèmes de communication, la maîtrise de l'anglais et du français. Merci beaucoup Sarah. Nejla, tu voulais dire un dernier mot très synthétique? Oui, alors juste 2 points. Le premier, c'est pour compléter ce qu'a dit Madame Rita. Effectivement, vous avez raison par rapport à l'éducation, les enfants de 10 ans, mais encore ce qui est pire, c'est qu'encore, quand ils arrivent au bac, ils leur demandent encore à faire appel à la mémoire et pas à la réflexion. Ils n'ont pas le droit à des documents autorisés. Et dans un monde qui est tout le temps en changement, on ne peut pas demander à des enfants ou à des élèves au baccalauréat de réciter ce qu'ils ont appris, parce qu'aujourd'hui, ça, c'était valable quand il y avait Google, quand il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, ils ont toute l'information, donc il faut faire appel plus à la réflexion, plus qu'à la mémoire. Ça, je voulais juste compléter par ça. Et puis, la deuxième partie de la question de Si Ali Brada, oui, c'est par rapport au choc culturel, comment on fait, et le monsieur qui a
choisi d'aller dans un autre bureau. Je donnerai juste un exemple par rapport à mon expérience chez Pharma 5, c'est qu'on a mis en place le projet mentoring. Et ils sont positionnés, qui faisaient un peu de la résistance et qui n'acceptaient pas de cohabiter avec la génération Z. On les a positionnés comme les grands frères. D'ailleurs, on rigolait, on l'appelait projet Zizi, la famille marocaine. Et donc, automatiquement, ils ont été valorisés, les grands. Et puis, les jeunes se sont sentis un peu protégés parce que pour eux, il y a quelqu'un qui est plus âgé, qui les accompagne et tout. Et donc, ce système de projet de mentoring a parfaitement marché. Merci beaucoup, Njla. Si vous pouvez applaudir ce merveilleux panel. Sarah Behaj de l'AMDL, Njla Khalidi, Pharma 5, Ali Serhani de J'espère Service, Amin Benchkri, Édito, Sapresse Presse et Rita Hlou de l'École Centrale. Merci, sous vos applaudissements. Rita, une petite photo avec les différents panélistes, si vous voulez, juste on va se rapprocher un peu. On va se rapprocher des... Zizi, et pour les femmes, on dit Zizi, c'est ça? Pour les femmes, Zizi aussi. Une petite photo pour les membres de ce panel. Sous vos applaudissements encore une fois. Merci beaucoup.